Était la veille de Noël, et le grand salon du Dorchester à Londres ruisselait d'une élégance que seule notre famille, la lignée des Montfort, savait exiger et maintenir. Les plafonds étaient si hauts qu'ils semblaient contenir le ciel hivernal, et les lustres de cristal jetaient des milliers d'éclats sur les nappes de lin immaculées. 70 convives, tous parents, associés ou figures sociales que nous devions impressionner, étaient rassemblés pour notre dîner annuel. Pourtant, au milieu de cette perfection étincelante, je me sentais petite, transparente, comme une fissure invisible dans la façade dorée. J'y étais Adélaïde, et pendant 7 longues années j'avais porté le fardeau silencieux d'un secret capable de faire exploser tout cet empire de respectabilité. 7 années durant lesquelles j'avais été forcée d'endurer le mépris quotidien d'Aïe, Émilie, ma sœur aînée, celle que la famille vénérait comme l'architecte de notre succès et la gardienne de notre réputation. Émilie, assise à la table d'honneur, rayonnait dans une robe de soie noire, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire mesuré et glacial. Notre relation était tissée d'une condescendance que seuls les liens du sang peuvent rendre aussi douloureux. Pour Émilie, J.R. Kiss était Lace, éternel enfant gâté, l'artiste raté, le poids mort qui n'avait jamais su se trouver laid dans le monde impitoyable des affaires. Elle me rappelait constamment, par des silences, des regards ou des phrases assassines glissées en privé, que ma vie était qu'une subvention perpétuelle, un coût que la famille supportait par obligation. Cette douleur invisible était devenue ma compagne la plus fidèle, une cicatrice interne que je devais masquer sous un sourire forcé lors de chaque événement mondain. Ce soir-là, l'atmosphère était particulièrement tendue pour moi. Je savais Émilie allait faire un discours. Et je savais qu'elle ne manquerait pas l'occasion d'exposer ma fragilité à la lumière crue de l'Assemblée. Elle aimait ces moments de gloire, où elle pouvait se positionner en bienfaitrice, en martyre de la gestion familiale. Elle aimait m'humilier en public, sous le couvert d'une bienveillance feinte. Le moment arriva juste après le plat de faisan. Le cliquetis des couverts s'estompa, et Émilie se leva, un verre de champagne à la main. Elle frappa doucement le cristal, attirant l'attention immédiate de tous. L'air dans la salle épaissit d'une anticipation polie. Elle commença par remercier nos parents pour leur générosité, puis elle salua les efforts constants qu'elle déployait pour assurer la pérennité de notre trust familial. « Nous avons traversé des années difficiles, n'est-ce pas ?» lança Émilie, sa voix résonnant avec une assurance parfaite. Et il faut reconnaître que la gestion d'un tel héritage exige une discipline, une rigueur que peu de gens possèdent. Il faut parfois faire des sacrifices, accepter des fardeaux. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je savais que le fardeau était moi. Je sentis les regards de certains membres de la famille se poser sur ma place, discrètement, mais avec curiosité. Émilie prit une gorgée, puis son regard se posa enfin sur moi, un regard d'une pitié calculée, d'une cruauté presque jouissive. Et cela nous amène à la générosité sans faille que nous devons montrer envers ceux qui, par malchance ou, disons, par manque de vocation, n'ont pas encore trouvé leur place dans le monde, continua-t-elle, enveloppant la phrase d'un ton d'une noblesse écœurante. Elle fit une pause théâtrale, laissant la lourdeur de ses mots s'installer. Adélaïde, ma chère petite sœur, dit-elle, le mot petite Nora, étant prononcé avec un accent de supériorité qui me poignarda. Adélaïde est la preuve vivante de la bienveillance de notre famille. Grâce à l'effort de tous, grâce à la structure que j'ai mise en place, elle peut se permettre de poursuivre ses rêves, même si, soyons honnêtes, ses rêves n'ont jamais été très rentables. Un rire sec et nerveux parcourut l'assemblée. Mon visage devint brûlant, mais je restais figé, incapable de détourner les yeux de ma sœur. Elle m'avait humilié devant la haute société londonienne, devant nos parents qui détournaient le regard, mal à l'aise mais acquiesçant silencieusement à la vérité perçue dans ses paroles. Je lève mon verre à Adélaïde, dit Émilie, brandissant son verre. Puisses-tu un jour trouver une utilité qui ne dépende pas entièrement de notre fortune, à notre sensu préféré, et à l'espoir qu'elle réalise enfin que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Le mot, lâché en public moins sensu, le sache, résonna dans la salle comme un coup de fusil. Était la confirmation la plus violente et la plus publique de ce qu'elle pensait de moi depuis toujours. Les rires cessèrent immédiatement, remplacés par un silence gêné, lourd d'une honte qui était pas la sienne mais la mienne. Mon corps tremblait d'une rage froide et d'une douleur profonde. Était plus seulement la sœur ratée, était la mendiante de la famille, l'inutile, officiellement cataloguée comme telle devant le gratin. Pendant 7 ans, j'avais encaissé ses piques, ses jugements, ses manipulations subtiles. Mais cette fois, elle était allée trop loin. Elle m'avait humiliée devant tout le monde, détruisant le peu d'estime de soi qu'il me restait. La phrase résonnait dans ma tête, elle m'a humiliée. Était la goutte d'eau, étincelle qui allumait l'incendie que j'avais préparé en secret pendant toutes ces années. Alors Émilie se rasseyait, recevant les murmures d'approbation de quelques invités bienveillants, mes mains se serrèrent sur la petite pochette en velours noir que je tenais sur mes genoux. À l'intérieur, il y avait la clé USB. Pas n'importe quelle clé, celle qui contenait les preuves irréfutables que j'avais découvertes 7 ans auparavant, par un pur hasard malheureux, en faisant le tri des anciens ordinateurs du bureau de mon père. Ces preuves,
étaient des fiches de courriel échangées entre Emily et un cabinet offshore des îles Caïmans. Des messages détaillés, méticuleusement datés, prouvant qu'elle n'était pas la gestionnaire impeccable qu'elle prétendait être, mais bien la véritable fraudeuse. Elle avait systématiquement détourné des sommes considérables du trust familial, de l'argent supposément destiné à la charité et aux investissements à long terme, pour financer un train de vie encore plus extravagant, et des propriétés qu'elle avait habilement dissimulées. J'avais gardé ce secret, cette vérité brûlante, non par peur, mais par stratégie. Attendre le moment parfait. Attendre que sa réputation soit à son zénith, que son arrogance soit maximale, pour que la chute soit la plus spectaculaire et la plus dommageable possible. J'avais attendu l'instant où elle déciderait de me détruire publiquement, car je savais qu'elle le ferait un jour. Et ce soir, dans la magnificence oppressante du Dorchester, ce jour était arrivé. Je sentis mes joues encore rougir de honte, mais une force froide et inébranlable remplaça l'émotion. Elle m'avait accusé d'être une sangsue sans valeur. Je n'avais à lui montrer qui était la véritable criminelle, l'escroc qui saignait la famille à sec depuis des années. Je me levai lentement. Ma position, au fond de la salle, était peu visible, mais le simple fait de me lever après un tel affront attira quelques regards. Emily, occupée à siroter son champagne et à accepter les compliments, ne m'avait pas vue. Mon père, lui, me lança un regard suppliant, un signal silencieux de rester à ma place et de ne pas faire de scandale. J'ignorais mon père. Je m'avançai vers le mur du fond, prétextant une envie d'aller aux toilettes. Mais au lieu de cela, je me dirigeais vers le projecteur numérique discret que j'avais fait installer plus tôt dans l'après-midi, sous prétexte de vouloir montrer des photos de famille de notre enfance. J'avais donné des instructions précises à un technicien, payé cher et juré au secret, pour qu'il le positionne parfaitement. Mes doigts tremblaient légèrement, mais ma détermination était de marbre. J'insérai la clé USB dans l'ordinateur portable, dissimulé sous un arrangement floral massif. Quelques clics de souris, des gestes que j'avais répétés 1000 fois dans le secret de mon appartement londonien. La première image apparut sur l'écran de projection, une toile blanche éclairant le mur de boiserie sombre derrière Emily. Au début, ce était qu'un rectangle de lumière. Tout le monde pensait à un problème technique. Emily fronça les sourcils, agacée par cette distraction. Puis, le silence. Un silence différent, plus perçant. J'avais révélé la vérité. Le titre s'afficha, brut et froid, en noir sur blanc. Échange de courriels. Détournement de fonds du Trust Montfort, 2016 à 2023. Le projecteur, d'une puissance professionnelle, inonda le mur de la salle. Le texte était gros, lisible de toutes les tables, y compris de la table d'honneur. La police était simple, mais le contenu était explosif. Le premier courriel apparut, daté de mai 2016, portant la signature d'Emily, adressée à un contact aux Caïmans. Il détaillait le premier transfert de fonds, déguisé en investissement. La salle est devenue silencieuse instantanément. Ce était plus le silence gêné de l'humiliation, mais le silence stupéfait de la trahison et du choc absolu. Les conversations se sont éteintes au milieu d'une phrase. Les convives, de la plus jeune nièce au plus vieil associé, fixaient le mur, lisant avidement les preuves qui s'affichaient, mot après mot. Emily, qui était en train de rire à une blague que lui racontait un cousin, s'est figée. Son sourire s'est effacé, remplacé par une expression d'incrédulité horrifiée. Elle comprit. Elle comprit que j'avais gardé son secret en secret pendant 7 ans, et que je venais d'utiliser l'outil qu'elle m'avait forcé à manipuler, l'humiliation publique, pour me libérer et la détruire. Elle se retourna pour identifier l'origine de la lumière projetée. Ses yeux rencontrèrent les miens. Dans ses yeux, je vis la réalisation brutale. Non seulement j'avais la preuve, mais j'avais attendu le moment où elle était le plus vulnérable, le plus confiante dans son piédestal de vertu familiale. Elle vit que j'étais celle qui avait révélé la vérité. J'avais enfin repris ma voix. Le moment était cathartique, même si mes jambes continuaient de trembler. Emily se leva d'un coup sec, renversant son siège qui écrasa bruyamment sur le tapis épais. Ce bruit fut la seule chose qui rompit le silence glacial. Elle pointa un doigt tremblant vers moi, tentant désespérément de crier, de nier, mais sa voix ne fut qu'un sifflement rauque. Le projecteur continuait de dérouler les preuves. Des montants, des dates, des instructions cyniques sur la manière de cacher les traces. La réputation d'Emily, soigneusement construite sur des décennies de manipulation et de perfection de façade, d'Elex, écroulée devant 70 témoins. Elle, la figure de la rigueur, la gardienne des fonds, était exposée comme une voleuse, une criminelle. Les murmures commençaient à se répandre, non plus de curiosité mais de jugement. Les invités regardaient les courriels, puis regardaient Emily, puis moi. Ce jour-là, tout a changé. Jick était passé de la sangsue à la justicière, tandis qu'Emily était démolie publiquement sous l'île, éclat aveuglant du projecteur. Mon cœur s'emplissait d'une sensation de liberté que je n'avais jamais connue. C'était le prix à payer pour 7 années de mépris, d'injustice claire et de souffrance silencieuse. Le projecteur continuait de dérouler les preuves. Des montants,
des dates, des instructions cyniques sur la manière de cacher les traces. La réputation d'Emily, soigneusement construite sur des décennies de manipulation et de perfection de façade, écroulait devant 70 témoins. Elle, la figure de la rigueur, la gardienne des fonds, était exposée comme une voleuse, une criminelle. Les murmures commençaient à se répandre, non plus de curiosité, mais de jugement. Les invités regardaient les courriels, puis regardaient Emily, puis moi. Ce jour-là, tout a changé. J était passée de la sangsue à la justicière, tandis Emily était démolie publiquement sous l'aile, éclat aveuglant du projecteur. Mon cœur s'emplissait d'une sensation de liberté, que je n'avais jamais connue. Était le prix à payer pour 7 années de mépris, d'injustice claire et de souffrance silencieuse. Le silence, d'abord stupéfait et guetterie, était transformé en une cacophonie de chuchotements étouffés, le bruit sec et bref des gorges qui se raclaient, ou des verres de vin reposés trop vite sur le lin. L'air, saturé d'un parfum persistant de truffes et de soie coûteuse, devint soudain lourd, presque toxique. Le luxe du Dorchester, habituellement enveloppant et protecteur, se révélait froid et révélateur, transformant chaque invité en juré. Emily, les yeux exorbités par la trahison, ne parvenait pas à détacher son regard du mur. Le puissant faisceau du projecteur, blanc et cruel, la transformait en silhouette devant l'horreur de ses propres mots. Sa robe de soie noire, si élégante quelques minutes auparavant, semblait maintenant l'envelopper dans l'obscurité du scandale. Son visage, si souvent une étude de maîtrise froide, était une toile où se peignaient la panique et la fureur. C'est une falsification, parvint-elle enfin à articuler, sa voix brisée et haut perchée. Elle pointait son doigt vers moi, mais sa main tremblait si violemment que le geste perdait toute autorité. Adélaïde, tu as toujours été pathétique, mais ceci est de la folie, un mensonge fabriqué par une enfant jalouse. Elle essayait de basculer la situation, de revenir à la dynamique habituelle. Moi, l'enfant instable, contre elle, la gardienne raisonnable. Mais cette fois, le projecteur parlait plus fort qu'elle. La diapositive affichait un tableau Excel clair, montrant des transferts vers une société écran enregistrée sous le nom de Phoenix Asset Management, un nom que je savais lié à la villa secrète qu'elle possédait sur la Côte d'Azur. J'avais anticipé sa tentative de discrédit. Je n'avais pas besoin de parler. Je fis simplement un geste de la main vers l'aile. Écran. Lisez Emily, dis-je, ma voix étonnamment calme et ferme, une tonalité que personne à cette table n'avait jamais entendue chez moi. Lisez le détail des instructions pour le transfert de novembre 2021. Vous vous souvenez du code Bluebird, n'est-ce pas? Était la somme destinée au programme d'aide aux réfugiés de la Fondation Montfort. Un frisson parcourut la salle. Le Bluebird était un projet de charité très médiatisé, souvent utilisé par Emily pour polir sa propre image philanthropique. Mon père, Sir Julian Montfort, un homme dont l'autorité était généralement incontestable, restait figé. Assis à la table d'honneur, son dos était droit. Mais la couleur de sa peau avait viré au gris cendre. Il ne me regardait pas, ni Emily, mais fixait intensément le faisceau lumineux qui défilait sur le mur, comme si une lecture suffisamment attentive des chiffres pouvait faire disparaître leur réalité dévastatrice. Ma mère, habituellement si prompte à apaiser les tensions, pressait sa main contre sa bouche, les yeux embués de larmes, non pas de pitié, mais de la honte la plus profonde, celle qui déchire le tissu social d'une famille comme la nôtre. Emily, réalisant que le ton de ma voix et la précision de mes informations ne collaient pas avec l'image de l'artiste hystérique qu'elle peignait, fit un pas hésitant vers la table, comme pour arracher l'ordinateur, pour stopper le flux de vérité. « Arrête ça immédiatement, Adélaïde !» ordonna-t-elle, retrouvant une once de son ancienne arrogance glaciale. « Tu ne sais pas ce que tu fais, c'est une attaque contre notre famille !»« Non, Emily !» rétorquai-je, ne fléchissant pas d'un pouce. J'avais attendu cet instant pendant 7 ans. Je pouvais sentir le poids des regards de tous les convives, mais étrangement, ce poids ne m'écrasait plus. Il me nourrissait. Le grand salon du Dorchester, il y a quelques secondes encore rempli du son triomphant et acide où Emily, semblait être figée dans l'ambre d'un cauchemar. Mes tempes pulsaient, et l'aile, écho de ces mots, tu n'as aucune valeur intrinsèque, tournoyait dans l'air chaud, se mêlant à l'odeur du bois ciré et des lys. Emily, toute de soie noire vêtue, rayonnait, savourant l'instant où elle pensait m'avoir réduite à état de poussière sociale. Elle était restée debout, un sourire cruel étirant ses lèvres fines, attendant ma riposte pitoyable ou, mieux encore, mes larmes. Mais 7 ans de cette attente silencieuse avaient forgé une carapace que même la glace de Londres ne pouvait fendre. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour asséner la réprimande finale, je me suis redressée. Ce était pas un mouvement brusque, ni une explosion de colère, mais un soulèvement lent, inexorable, comme la remontée d'un sous-marin des profondeurs abyssales. Mon cœur battait avec la régularité calme d'un marteau frappant un clou. Je sentais le regard de chaque invité, y compris celui de nos parents, rivé sur moi. Ils s'attendaient au drame habituel, à l'humiliation acceptée. Ils allaient être déçus, ou peut-être, enfin, réveillés. C'est exact, Emily, ai-je dit, ma voix étonnamment claire, portant à travers la salle sans effort. J'ai remarqué que ma main ne tremblait pas
tandis que je sortais ma pochette perlée. J'ai toujours dépendu de la générosité familiale, du moins, c'est la version que tu as construite pour la société. Émilie plissa les yeux, confuse par ma sérénité. Elle n'y était pas habituée à ce que je réponde au lieu de m'effondrer. Elle tenta de reprendre le contrôle, agitant sa main manucurée. Assieds-toi, Adélaïde, tu es en train de créer un spectacle embarrassant, même pour tes propres standards. J'ai ignoré son ordre. J'ai posé ma pochette sur la table en acajou, prenant soin de ne pas toucher les argenteries rutilantes. Mon regard a balayé la pièce, se posant sur ma mère qui me fixait avec une angoisse mêlée de jugement, et sur mon père qui essayait de paraître indifférent en sirotant son porto. J'ai sorti de ma pochette un petit objet noir, à peine plus grand qu'un étui à cigarette. Un projecteur portable miniature, haute définition, que j'avais acheté 6 mois auparavant dans un quartier spécialisé de Mayfair. Les murmures ont repris. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Allait-elle projeter des photos d'enfance pour prouver qu'elle était aimée ? J'ai tapé 3 fois sur mon téléphone, discrètement caché dans ma main libre, établissant la connexion sans fil. Le minuscule projecteur s'est mis à émettre un faible ronronnement, à peine perceptible sous les lourdes tentures. Un faisceau de lumière blanc et cru, tranchant l'atmosphère dorée du Dorchester, a frappé le mur du fond, juste au-dessus du buffet où trônait la pièce montée de Noël. Émilie a d'abord ri. Un rire sec, forcé, destiné à dégonfler mon audace. Qu'est-ce que c'est, Adélaïde ? Un diaporama de tes chèques de paie ? Je doute que cela intéresse qui que ce soit. J'ai levé la main pour demander le silence, non pas avec autorité, mais avec la gravité d'une personne sur le point de révéler un secret fatal. Avant de me juger sur ma valeur, Émilie, et avant que vous tous ne décidiez que je suis la sangsue de cette famille, je propose que nous examinions l'intégrité de celle qui juge, ai-je déclaré. Chaque mot était pesé, calibré pour pénétrer l'armure sociale dit. Émilie. J'ai gardé cette vérité en secret pendant 7 longues années. Ce soir, la vérité doit prendre sa place. C'est à cet instant précis que le murmure ambiant a cessé. Le silence N était pas seulement l'absence de son, il était une entité palpable, lourde, faite de 70 paires d'yeux horrifiés. J'ai appuyé sur l'icône finale de mon écran de téléphone. Le mur de stuc vénérable du Dorchester s'est illuminé d'une série de messages numériques, projetés en gros caractères bien lisibles, un contraste brutal et choquant avec le décor victorien. Était le début d'un fil de courriel, daté de la fin de l'année 2016. L'entête était simple. 2. Émilie Montfort. A. Nom d'un avocat offshore basé au Caïmans. Objet. Confirmation du mouvement hivernal. La première ligne du corps du texte s'est affichée, claire et irréfutable. Cher maître du roi. Comme convenu lors de notre réunion à Genève, veuillez procéder au premier virement. Les 3,5 millions d'euros doivent être transférés du Trust Montfort vers le compte de la société écran Midas Solutions avant la fin du mois fiscal. Assurez-vous que la trace numérique soit effacée des archives accessibles à Adélaïde, comme nous l'avons planifié. Elle est trop naïve pour vérifier, mais mieux vaut prévenir. L'effet fut immédiat. Les verres à vin semblaient si là, être figés à mi-chemin des lèvres. Le silence, déjà profond, est devenu abyssal. Était le silence que l'on entend dans les cathédrales, amplifié par le choc de la trahison. Émilie, qui avait commencé à s'approcher de moi avec une expression de colère indignée, s'est arrêtée net, son visage passant du rouge vif au blanc cireux en une fraction de seconde. Elle a vu son nom, le montant, la preuve de sa malhonnêteté crasse étalée sur un mur historique de Londres, devant la haute société qu'elle sut, était tant efforcée de conquérir. C'est une falsification, l'a-t-elle hurlé, la voix aiguë et brisée, un son étranger dans sa bouche habituellement si contrôlée. Elle a fait un pas vers moi, ses talons claquant sur le parquet. Adélaïde, tu as piraté mon compte, c'est illégal. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement glissé mon doigt sur l'aile, écran, faisant défiler l'historique. J'ai projeté la réponse de l'avocat, puis les confirmations de transfert, puis des courriels suivants noces, étalant sur près de 2 ans, détaillant des mouvements similaires, totalisant plus de 12 millions d'euros détournés des fonds que nos parents avaient mis de côté pour l'avenir des 2 sœurs, le fameux Trust Montfort dont Émilie était la gestionnaire désignée. Illégal, Émilie ? J'ai-je demandé doucement, ma voix conservant sa tonalité calme et factuelle, contrastant avec son hystérie naissante. Est-ce plus illégal de révéler une preuve que d'organiser un détournement de fonds systématique et de voler l'héritage familial pour financer ta vie de luxe à l'abri des regards ? Elle s'est précipitée vers la table, ses mains tendues vers le petit projecteur, visiblement déterminée à le détruire. Arrête ça immédiatement. Mais J était plus rapide. J'ai ramassé le projecteur et fait un pas en arrière, le gardant hors de sa portée. Elle était plus la grande dame du Dorchester. Elle était une bête acculée, les yeux pleins de rage et de terreur. Mon père, enfin, a réagi. Il s'est levé de sa chaise, ses mains crispées sur le bord de la table. Adélaïde, qu'est-ce que cela signifie ? Sa voix était pas celle d'un juge, mais celle d'un homme dont la réalité écroulait. J'ai projeté un courriel particulièrement accablant, daté de l'an dernier, où Émilie se plaignait du montant de sa prime annuelle, écrivant au même avocat.
Je suis obligée de subir l'existence d'Adélaïde, et de supporter ses échecs pour justifier ma position de gardienne du trust. Au moins je peux me dédommager directement des fonds qu'elle ne mérite pas. Ce jour-là, tout a changé. Ce message, lu par 70 personnes, a non seulement prouvé le vol, mais a révélé la profondeur du mépris qu'Émilie nourrissait pour moi, et la manière dont elle utilisait ma prétendue inutilité comme couverture pour son crime. J était son bouc émissaire public, et elle était le voleur secret. Émilie tremblait. Elle n'avait plus la force de crier. Elle était plus qu'une figure pitoyable et démasquée, son masque de perfection sociale déchiré en lambeaux par la lumière crue du projecteur. Elle a regardé autour d'elle, cherchant un allié, un regard de soutien, mais n'a trouvé que des visages de pierre, des yeux qui la jugeaient avec une sévérité nouvelle et absolue, des associés de longue date de la famille, des banquiers, des amis influents, tous lisaient la preuve de l'escroquerie. Leur silence était plus assourdissant que n'importe quel vacarme. Ils comprenaient qu'ils avaient été dupés par la sœur parfaite, celle qui prétendait gérer les affaires familiales avec une rigueur irréprochable. J'ai continué à faire défiler les preuves. Des captures d'écran de relevés bancaires. Des notes internes. 7 ans de correspondance, méticuleusement archivée. La douleur invisible que j'avais portée était transformée en un outil de précision. J'ai révélé la vérité, non pas par vengeance impulsive, mais avec la froideur calculée d'une exécution légale. Le père de mon cousin, un homme connu pour sa discrétion et son sens aigu des affaires, a brisé le silence absolu. Il a posé son verre sur la table avec un bruit sec qui a fait sursauter tout le monde. Émilie, est-ce que tout cela est vrai? Émilie ne pouvait plus articuler qu'un son étranglé, secouant la tête frénétiquement. Elle était piégée. Ma mère a porté sa main à sa bouche, ses yeux fixés sur les millions affichés sur le mur, puis sur Émilie. L'horreur de la situation, l'effondrement de la façade familiale, l'a frappée de plein fouet. Moi, Adélaïde, la sœur qui n'avait aucune valeur, la parasite, j'ai senti une vague de puissance m'envahir. Ce était pas de l'euphorie, mais la libération de l'oppression. J'ai révélé la vérité, et la salle est devenue silencieuse, parce qu'ils réalisaient que la personne qu'ils admiraient était un escroc, et que la personne qu'ils méprisaient était la seule à avoir eu le courage de révéler le mensonge. La honte, était plus la mienne. J'ai arrêté le défilement et j'ai laissé l'image finale, le courriel où elle se moquait de mon manque de mérite, s'imprimer dans l'esprit de chacun. Vous vouliez savoir ma valeur, Émilie? J'ai regardé ma sœur qui, était effondrée contre une chaise, les mains sur le visage. Ma valeur, c'est d'avoir gardé ce secret en silence pendant tout ce temps, te laissant t'enfoncer dans tes mensonges. Et ma valeur, c'est de t'avoir exposé ce soir, devant ceux dont l'estime est la seule chose qui compte vraiment pour toi. J'ai éteint le projecteur. L'obscurité est revenue. Mais la vérité était désormais incrustée dans l'air, bien plus visible que la lumière. Le grand salon du Dorchester sentait maintenant la peur et la trahison. Émilie avait passé 7 ans à m'humilier en secret. Mais en l'espace de 3 minutes, j'avais projeté la destruction de sa réputation devant le monde entier. Fin du Belloc 2/3. Le père de mon cousin, Monsieur de Verville, un homme connu pour sa discrétion et son sens aigu des affaires, a brisé le silence absolu. Il a posé son verre sur la table avec un bruit sec qui a fait sursauter tout le monde. Un son amplifié dans le vide de la pièce. Son regard, habituellement bienveillant et légèrement distrait, était à présent tranchant comme le cristal. Émilie, est-ce que est-ce que tout cela est vrai? Cette question, était pas un appel à la compréhension, mais un verdict préliminaire. Elle venait de la personne dont l'opinion comptait le plus dans leur cercle professionnel. Monsieur de Verville avait été le premier investisseur du fonds Montfort. Sa confiance était l'encre de notre réputation. Émilie ne pouvait plus articuler qu'un son étranglé. Une sorte de plainte rauque, secouant la tête frénétiquement. Elle était piégée non seulement par la preuve, mais par l'absence d'un mensonge crédible qu'elle aurait pu inventer à la volée. Elle était plus la femme d'affaires brillante. Elle était une enfant surprise, la main dans le pot de confiture, mais la confiture coûtait 12 millions. Ma mère a porté sa main tremblante à sa bouche, ses yeux fixés sur l'endroit où les millions étaient affichés une seconde auparavant, puis sur Émilie, sa favorite, sa fierté. L'horreur de la situation, l'effondrement brutal de la façade familiale, l'a frappée de plein fouet. J'ai pu voir la réalisation douloureuse se dessiner sur son visage. Ce était pas moi qui avais trahi, mais l'autre. Le vernis de perfection écaillait, révélant la pourriture dessous. Moi, Adélaïde, la sœur qui n'avait aucune valeur, la parasite, j'ai senti une vague de puissance m'envahir. Ce était pas de l'euphorie, non, ce sentiment était trop pur pour la vengeance. Était la libération, la sensation physique d'une chaîne qui se brise après 7 années de friction constante. J'avais révélé la vérité. Et la salle était devenue silencieuse non pas par respect pour moi, mais parce qu'ils réalisaient que la personne qu'ils admiraient, qu'ils respectaient, était un escroc d'une audace insoupçonnée, et que la personne qu'ils méprisaient, l'ombre de la famille, était la seule à avoir eu le courage froid et la détermination patiente de révéler le mensonge. La honte était plus la mienne. Elle était un manteau lourd et poisseux, tombé sur les épaules d'Émilie. J'ai arrêté le défilement et j'ai laissé l'image finale, le courriel où elle se moquait de mon manque de mérite, affirmant qu'elle devait se dédommager des fonds que je ne méritais pas.
moins s'imprimait dans l'esprit de chacun, une cicatrice numérique gravée sur la mémoire collective. J'ai avancé d'un pas lent, mes talons ne faisant qu'un très léger bruit sur le tapis épais, pour me rapprocher dit à Emily. Elle était toujours acculée contre la chaise, ayant perdu toute sa stature. Vous vouliez savoir ma valeur, Emily? J'ai regardé ma sœur, ses mains couvrant un visage où les larmes commençaient à laisser des traces amères dans le fond de teint coûteux. Ma valeur, ce n'est pas d'avoir décroché un diplôme de finance à Cambridge, non. Ma valeur, c'est d'avoir gardé ce secret en silence pendant tout ce temps, absorbant patiemment chaque insulte publique, te laissant t'enfoncer dans tes propres mensonges, t'y confortant, te permettant de croire que tu étais intouchable. Je marquai une pause, laissant les mots flotter, lourds et définitifs. Le bois ciré du sol, l'odeur riche et épicée du porto renversé, tout cela servait de scène à cette exécution sociale. Et ma valeur, ai-je continué, ma voix toujours basse, presque confidentielle, mais audible par tous les invités qui se penchaient instinctivement pour ne rien manquer, c'est de t'avoir exposé ce soir, devant ceux dont l'estime et la considération sont la seule chose qui compte vraiment pour toi. Ce n'est pas l'argent que je voulais, Emily. Était la vérité. Et la chute. J'ai levé la main, tenant le petit projecteur noir comme une arme chirurgicale, et j'ai appuyé sur le bouton. L'obscurité a englouti le mur. L'image s'est éteinte. Mais la vérité était désormais incrustée dans l'air. Bien plus visible que la lumière. Le grand salon du Dorchester sentait maintenant la peur et la trahison. Une odeur plus âcre que celle des lys coupés. Emily, toute de soie noire vêtue, rayonnait, savourant l'instant où elle pensait m'avoir réduite à Wallel, état de poussière sociale. Elle était restée debout, un sourire cruel étirant ses lèvres, mais à l'instant où la lumière crue de mon petit projecteur portatif frappa la tapisserie de soie rouge et dorée derrière elle, illuminant les premières lignes de texte, ce sourire se figea. Il se transforma en une grimace d'incrédulité, puis en une horreur glacée, tandis que les premiers invités comprenaient ce qu'ils étaient en train de lire, en grand format, au-dessus de sa tête. Ce N était pas un simple message. Était la tête de la conversation email que j'avais gardée en secret pendant 7 longues années. Le sujet était sans ambiguïté. Transfert des fonds de la fiducie familiale, tranche Q, 4-2016. Les destinataires incluaient Emily et un avocat basé aux îles Caïmans, dont le nom, bien connu dans les cercles de la haute finance pour sa discrétion douteuse, Cissé, étalait désormais devant Tissé, élite londonienne. Mon cœur battait la chamade, mais étrangement mes mains étaient stables. J'avais pré-réglé le projecteur, pour que le contenu se mette à défiler automatiquement après 10 secondes. Et il a défilé. Des lignes et des lignes de correspondance froide, professionnelle, révélant la mécanique exacte par laquelle Emily avait siphonné près de 20 millions de livres sterling du trust établi par notre grand-père. Chaque transaction était numérotée, chaque montant, souvent exprimé en devises fluctuantes, était méticuleusement documenté. La liste des virements frauduleux étalait sur celle, écran improvisé comme un serpent venimeux, déroulant son corps devant une assemblée horrifiée. Des dates précises. 14 décembre 2016, 22 juin 2018, 5 mars 2020. Des montants exorbitants. 3 millions de livres, 450 000 euros, 1 million de dollars. À côté de chaque somme, le nom d'une société écran Luxbridge Holdings, Azure Keys Investments, des coquilles vides, dont nous savions tous qu'elles menaient directement à des comptes personnels Emily gérait avec une discrétion chirurgicale. La salle est devenue silencieuse. Un silence absolu, assourdissant, qui pesait plus lourd que toutes les invectives Emily m'avait lancées quelques minutes auparavant. On entendait presque le crissement du projecteur et, peut-être, le bruit des masques sociaux qui se fissuraient sur les visages des invités. Les chuchotements étaient éteints, remplacés par une stupeur pétrifiée. Les visages des convives, éclairés par les reflets bleutés du texte projeté, passaient du rose pâle de l'indignation à un gris cendreux de la consternation. Emily, qui était l'incarnation même de la respectabilité dans cette société, la dame qui organisait les galas de charité et qui jugeait la moralité de toute sa famille, venait être exposée comme une voleuse, une escroqueuse, une hypocrite, en direct, devant l'intégralité de son réseau. Son visage, qui n'avait jamais montré la moindre faiblesse, était décomposé. Elle portait la honte, comme une robe de bure rugueuse, contrastant violemment avec la soie de sa tenue. Elle a fait un pas en arrière, chancelant légèrement, comme si elle venait de recevoir un coup physique. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, étaient écarquillés par une panique brute et animale. Elle a murmuré quelque chose d'inaudible. Peut-être une protestation ? Mais le son ne portait pas dans ce silence sépulcral. Elle a levé une main tremblante vers la lumière, essayant vainement de couvrir les preuves qui continuaient de défiler, implacables, chaque ligne un nouveau clou dans le cercueil de sa réputation soigneusement construite. Je me suis avancée vers le pupitre, reprenant ma place face à la foule. La lumière du projecteur jouait sur les reliefs de mon visage, me donnant, je l'espère, une expression de vérité inébranlable. J'ai regardé Emily, puis j'ai balayé l'assemblée du regard. Il y avait des membres du conseil d'administration, des amis de la famille depuis toujours, et notre propre père,
qui avait le visage enfoui dans ses mains, comme s'il voulait disparaître. J'ai pris la parole. Ma voix, au début, était qu'un murmure. Mais avec l'amplification de la salle, elle portait avec une clarté désarmante. Je ne criais pas, je était plus en colère. Était étrangement calme, empli d'une sérénité que seule une vérité enfin révélée peut apporter. Il y a quelques minutes, ai-je commencé, ma voix résonnant dans le silence absolu, ma sœur Émilie m'a humiliée. Elle a affirmé devant vous tous que était une personne sans valeur intrinsèque, que était qu'un fardeau, toujours à me nourrir, de la fortune familiale. Je marquai une pause, laissant le poids de ces mots se déposer. Émilie, derrière moi, était désormais immobile, vaincue. Elle m'a humiliée. Elle a dépeint une image de moi qui n'avait rien à voir avec la réalité, ai-je continué, mes yeux fixant directement notre père qui relevait la tête, les yeux pleins de larmes. Pendant des années, elle a maintenu cette image, me réduisant au silence, me faisant sentir cette douleur invisible, cette honte imméritée, chaque fois que je rentrais dans cette maison, dans ce cercle. Je me suis tournée vers l'écran, où les montants du détournement continuaient de s'afficher, témoignage silencieux mais accablant. Mais ce que vous voyez projeté ici, ai-je dit en désignant les transactions, c'est la véritable source du fardeau, la véritable source du déshonneur. J'ai appuyé sur le bouton du projecteur, figeant l'image sur la ligne de transaction la plus importante, celle des 2-3 millions de livres. Voilà ce que j'ai gardé en secret pendant 7 ans. Ces messages électroniques, échangés entre Émilie et son complice, détaillant comment elle a méthodiquement volé la fiducie familiale en vous faisant croire, à tous, qu'elle en était la gestionnaire la plus scrupuleuse et la plus honorable. Pendant 7 ans, j'ai tenu cette preuve, non pas par vengeance immédiate, mais parce que je savais que le moment parfait viendrait, le moment où sa propre arrogance la pousserait à m'attaquer publiquement une dernière fois. J'ai regardé Émilie, ses yeux maintenant remplis de larmes de rage et d'impuissance. J'ai révélé la vérité aujourd'hui, Émilie, devant ceux qui t'admiraient le plus, ceux dont l'opinion t'importe le plus. L'air dans la salle était si épais qu'on pouvait le couper au couteau. Émilie était démolie. Sa réputation, cette armure qu'elle avait polie toute sa vie, était désintégrée en quelques minutes. Elle était plus la femme d'affaires brillante, l'héritière respectable. Elle était qu'une criminelle exposée, une menteuse piégée par sa propre cruauté et sa cupidité. Elle a finalement retrouvé sa voix, un son rauque, brisé, méconnaissable. « Adélaïde, tu ne peux pas faire ça. Ce sont des mensonges montés de toutes pièces !» a-t-elle crié, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. Elle s'est précipitée vers moi, mais un ami de la famille, Mr. Harrington, l'a interceptée avec un geste ferme, la maintenant à distance. J'ai ignoré son désespoir. J'avais attendu trop longtemps pour laisser ces dernières tentatives de déni miner ma victoire. Je me suis adressée de nouveau à l'Assemblée, ma voix retrouvant une nuance d'autorité que je ne m'étais jamais autorisée auparavant. Je ne cherche pas d'excuses, et je ne vous demande pas votre pitié. Je voulais simplement que la vérité soit entendue. Quand elle m'a humiliée en public, j'ai décidé que cette injustice devait cesser. J'ai regardé mon père, qui n'avait toujours pas bougé, son regard oscillant entre l'écran et sa fille aînée. Le conseil d'administration sera contacté dès demain matin. Les preuves seront remises aux autorités compétentes. En prononçant ces mots, j'ai senti une légèreté incroyable m'envahir. Le poids de 7 années de secret, le poids de la douleur invisible, le poids constant de la condescendance d'Émilie, tout se levait enfin de mes épaules. Était la libération. Était plus la petite sœur faible, Sang, qui devait justifier son existence. Était Adélaïde, la gardienne de la vérité, celle qui avait mis fin à l'hypocrisie. J'ai éteint le projecteur. L'obscurité est revenue sur la tapisserie. Mais l'image des transactions restait gravée sur toutes les rétines, dans toutes les mémoires. J'ai ramassé mes affaires, mon petit projecteur, mon sac. Je me suis tenue droite, offrant un dernier regard froid et serein à Émilie, dont le corps était secoué de sanglots silencieux et rageurs dans les bras de Mr. Harrington. Elle était détruite. Je n'avais plus rien à faire ici. Mon travail était achevé. Ma valeur n'avait pas besoin de leur reconnaissance, mais j'avais obtenu ma reconnaissance. J'avais repris ma voix. J'ai marché vers la sortie du grand salon du Dorchester. Les invités se sont écartés sur mon passage, non pas avec dédain, mais avec une forme de respect tremblant et horrifié. Certains murmuraient mon nom, Adélaïde, non plus comme un terme de pitié, mais comme celui d'une force qu'ils avaient tous sous-estimée. Alors que j'atteignais les portes doubles, je me suis retournée une dernière fois vers la salle plongée dans le chaos muet. Le dîner de Noël londonien était brisé, la famille était exposée, et la haute société était en état de choc. Était le prix de la vérité. J'ai poussé les portes, et j'ai quitté le Dorchester. L'air froid et humide de la nuit londonienne m'a frappé, et j'ai pris une profonde inspiration, sentant pour la première fois l'air pur de la liberté. Ce jour-là, tout a changé. J'avais enfin cessé de vivre dans l'ombre de ma sœur et du secret. Était libre, et l'agresseur était détruit, non par la colère, mais par la vérité qu'elle m'avait forcé à garder si longtemps. J'ai éteint le projecteur. Le clic sec de l'interrupteur fut le son le plus fort que l'on entendit après la chute des masques. L'obscurité, épaisse et lourde, revint brutalement sur la tapisserie de soie rouge et or, mais elle ne parvint pas à effacer la lumière.
L'image des lignes de texte, des colonnes de chiffres et des noms d'entités financières douteuses restait gravée sur toutes les rétines, comme un négatif photographique de la corruption. Pendant de longues secondes, les convives clignèrent des yeux, leur vision s'ajustant mal à la pénombre retrouvée. Ils ne voyaient plus la preuve physique, mais ils la lisaient encore dans l'air vicié de la salle. Imprégné de l'odeur âcre de l'humiliation et du parfum de lys qui sonne, échappait du centre de table, contrastant cruellement avec la puanteur morale qui venait d'en être libérée. Ce silence-haine était plus le silence de la stupeur, mais celui de la condamnation définitive. Je me suis penché pour ramasser mes affaires. Le petit projecteur portatif, mon instrument de libération, était tiède au toucher. Je l'ai glissé dans le sac fourre-tout, le même sac que j'avais porté pendant 7 ans, contenant le poids d'un secret qui m'avait déformé, rendu invisible, mais qui paradoxalement m'avait aussi armé. Était la dernière fois que je portais cette charge. Je me suis redressé, sentant chaque vertèbre se remettre en place, comme si mon corps refusait enfin la posture de soumission qu'il avait adoptée pendant une décennie. Je me suis tenue droite, non pas avec arrogance, mais avec la dignité froide de celle qui a accompli une tâche nécessaire, chirurgicale. Mon regard s'est posé une dernière fois sur Emily. Elle était toujours là, maintenue fermement, mais avec une douceur gênée, par Mr. Harrington. Le vénérable banquier, ami de notre père, cherchait désespérément à la soustraire au regard public. Mais il était trop tard. Emily N. était plus une personne. Elle était une scène de crime. Sa soie noire, si élégante et si chère, semblait maintenant sale, comme si l'encre de la culpabilité avait migré du texte projeté à son vêtement. Ses sanglots étaient silencieux, ce qui était peut-être le plus terrifiant. Il n'y avait pas de crise théâtrale, pas de hurlement de déni, seulement un tremblement profond et incontrôlable qui secouait son corps de la tête aux pieds. Était la rage impuissante qui la dévorait. Le feu de l'humiliation qui consumait son masque social jusqu'aux cendres. Ses yeux, rouges et gonflés, étaient fixés sur moi avec une haine pure et non diluée. Mais cette haine n'avait plus de pouvoir. Elle était la haine du vaincu. Pendant 7 ans, cette haine m'avait rongé à distance, m'obligeant à me justifier de respirer le même air qu'elle. Aujourd'hui, elle était concentrée et impuissante. Mr. Tider. Harrington, ai-je dit, ma voix calme forçant le silence de l'assemblée à se renouveler. Mr. Harrington a relevé la tête, son visage de marbre reflétant une profonde gêne. Je vous prie de veiller à ce qu'elle ne quitte pas le pays. Les autorités seront informées des détails exacts des vols dès l'aube. Je ne m'adressais pas à Emily. Je ne lui devais plus rien, pas même un dernier mot de triomphe. Elle était l'ombre d'elle-même. Et je n'avais aucune envie de piétiner davantage ce cadavre social. La vérité avait fait son travail. J'ai senti le poids psychologique de la victoire. Ce mélange étrange de vide et d'euphorie. Mon travail était achevé. Je n'avais pas cherché la reconnaissance de ces gens, qui avaient tous, à un moment ou à un autre, acquiescé au jugement de Just ou les Emily sur ma prétendue inutilité. J'avais cherché ma propre reconnaissance. J'avais prouvé ma valeur non pas par des réalisations ostentatoires mais par la force tranquille de ma patience et l'intégrité de mon silence. J'avais repris ma voie. J'ai entrepris ma marche vers la sortie du grand salon. Était la plus longue et la plus significative marche de ma vie. Le tapis persan, habituellement si moelleux, semblait soudain rugueux sous mes talons. L'air, chauffé par les cheminées et les corps, était épais et difficile à respirer. Les invités formaient une haie d'honneur inversée. Ils ne se sont pas contentés de écartés. Ils se sont reculés, comme si mon passage dégageait une énergie dangereuse, volatile. Je pouvais sentir leurs regards sur moi. Des regards qui tentaient de déchiffrer l'énigme que j'y étais devenue. Il y avait Lady Ashworth, l'amie intime d'Eddie, Emily, qui m'avait toujours traité avec une pitié exaspérante. Son visage était livide, la bouche entr'ouverte, incapable de produire le moindre de ses sifflements de commérage habituels. Elle m'observait non plus comme la pauvre Adélaïde, mais comme le Némésis vengeur. Il y avait les jeunes banquiers, dont la chemise amidonnée commençait à coller à leur dos à cause de la tension. Ils regardaient Miss Sally, écran éteint, calculant mentalement les répercussions boursières, la honte sur leur réseau. Pour eux, je n'étais pas une héroïne, mais une force de disruption terrifiante, celle qui avait osé exposer la vérité au milieu de leur jeu de façade si bien orchestré. Et puis il y avait mon père. Il était toujours assis, ou plutôt affalé, sa tête relevée mais son regard vacant. Il avait vu la preuve, il avait entendu les chiffres. Il avait réalisé, en quelques minutes, que la fille en qui il avait placé toute sa confiance et son admiration était une criminelle calculatrice, tandis que celle qu'il avait négligée et méprisée, qu'il avait laissé se faire humilier sans jamais intervenir, était la gardienne de l'honneur familial. Il ne pleurait pas, son chagrin était trop grand pour les larmes. Était le silence du désastre. Je